In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec moi, Jean-Marie Samouki est là pour parler d'un film très important. Enfin, me concernant, c'est un film important réalisé par un cinéaste qui a beaucoup compté dans ma vie de cinéphilie, un film français qui date de 1943-44, un film réalisé par Jean Grimillon et qui s'appelle Le ciel est à vous. Et il faut savoir pourquoi Jean-Marie est là aujourd'hui pour parler de ce film, parce que le 22 septembre, dans le cadre du festival Play It Again, sera projeté donc ce film au cinéma le Vincennes. C'est donc, comme son nom l'indique, c'est à Vincennes. Donc vous aurez toutes les indications, les informations dans le descriptif de cette vidéo. Donc à 14h, le film est projeté, et à 15h45, Jean-Marie Samouki donnera une conférence donc en présentiel. Et grâce à Thierry Vidot que je salue affectueusement, Jean-Marie est là pour parler donc de ce film important qui est aussi restauré et qui sera donc dans les salles de cinéma, dans quelques salles de cinéma, une sortie nationale en tout cas, le 29 septembre. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, juste une chose. Bonjour Jean-Marie, comment allez-vous ? Bonjour Samir, ça va très bien. Je suis très heureux de parler de ce film de Jean Grémillon avec vous et d'essayer de prolonger ou introduire la conférence et tous les événements ou en tout cas toutes les activités ou publications qui vont aller avec la ressortie du film Le ciel est à vous. Alors, j'ai revu le film, je l'ai revu, mais en tout cas, hier, ça faisait un bon bout de temps que je ne l'avais pas vu. Et encore une fois de plus, c'est très basique de dire ça simplement, mais j'étais ému aux larmes par une forme de simplicité dans la manière que Grémillon a de capter des petits moments du petit quotidien. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, un moment quand Charles Vaney et Madeleine Renaud veulent choisir un piano pour leur fille Jacqueline, ils savent pas quel piano choisir, et le prof de musique essaie de les convaincre d'un certain piano et pas l'autre, et donc il est là en train de tester les deux pianos, puis ils jouent ensemble, et c'est très très simple, et j'ai été c'est des moments comme ça dans le cinéma de Grémillon, selon moi, et surtout dans ce film-là. Et il y a des moments comme ça bouleversants. Donc, avant de parler peut-être de l'intériorité du film, je continue encore d'être ému aux larmes par un cinéma qui existe depuis assez longtemps et qui est d'une simplicité incroyable. Et je me posais beaucoup de questions sur le fait que pourquoi pendant de longues décennies ce cinéaste n'était pas si convoqué on va dire dans la cinéphilie, ou peut-être même parmi le public lambda, si tant est il existe un public lambda, et pourquoi depuis quelques années on s'est retourné vers ce cinéaste dont Serge Danet, je croyais, disait que c'était un grand perdant magnifique. Comment vous pouvez expliquer cela ? Oui, l'expression de perdant magnifique, moi, m'évoque l'expression très connue qui avait donné le titre d'un roman Cohen, les Beautiful Losers. Et en effet, dans Beautiful Losers, vous avez cette beauté dont chaque plan de Grémillon, d'une façon ou d'une autre, est un exemple ou un éloge. Et beauté surtout qu'il trouve dans le quotidien. C'est peut-être pour cela que vous parlez de simplicité. Je reviendrai peut-être un tout petit peu sur la scène que vous évoquez, parce qu'elle est à la fois représentative et pas représentative du film. Elle est représentative des émotions. Elle est représentative de beaucoup d'éléments de la sensibilité de Grémillon, et elle n'est pas exactement représentative du récit. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment ce type de séquence s'intègre dans un récit qui, a priori, ne le demande pas immédiatement. C'est là aussi où on voit la marque de Grémillon et ce qu'il essaie de faire passer auprès du spectateur. Et vous soulevez aussi autre chose, c'est-à-dire la réception de Grémillon qui fait que Perdant magnifique ou Génie méconnu, tout ça c'est toujours pareil, c'est-à-dire ce type d'oxymore où vous avez encore quelque chose du côté de l'éloge, du sublime, de l'etser. Enfin, on veut absolument que Grémillon rentre par les portes de la grande histoire du cinéma et dans la grande histoire de l'art, mais tout de suite pour dire qu'il n'y est pas en fait. Il n'y est pas, qu'il en est exclu, qu'il en est au seuil, ou que s'il est méconnu, c'est que précisément, il n'a pas la portée qu'il aurait dû avoir, surtout quand on pense
à mon avis, à ceux de son époque. Carnet, Marcel Carnet, qui est un peu moins connu aujourd'hui, mais qui était extrêmement important avec Drôle de drame, Le jour se lève, les visiteurs du soir et les enfants du paradis, et qui a connu une carrière plus longue que celle de Drémillon, mais ils étaient très importants ensemble dans les années 30. Julien Duvivier, dont les films sont beaucoup plus pessimistes, plus cyniques, plus mordants, et qui a tourné jusqu'au début des années 60, avec des stars, Fernandel ou je ne sais qui, et de façon très longue, et surtout, enfin, je dirais pas l'anti-Grémillon, mais le frère ennemi, le faux jumeau, qui est Jean Renoir. Et si Danet dit que Grémillon est un perdant magnifique, c'est simplement pour dire qu'il y a il y a un gagnant, et le gagnant, c'est Renoir. C'est-à-dire que le grand, c'est le patron, comme disait Rivette. Le centre du cinéma français est celui qui lui a donné des lettres de noblesse, tant dans le réalisme que dans la poésie. C'est-à-dire que tant dans le document sur son époque que dans la transfiguration des éléments de représentation, c'est Renoir. Et Grémillon, il est à côté de cette histoire-là. Mais il est à côté de cette histoire-là parce que précisément, il n'est pas Renoir. Et il est très fréquent que ceux qui adorent Grémillon minimisent Renoir et que ceux qui adorent Renoir laissent un peu de côté Grémillon. Un, un cinéaste qui a fait des livres critiques sur le cinéma des années 30 et qui était assez proche de Danet, je pense à Paul Vecchiali, lui est un fervent absolu de Grémillon. Et précisément, il y voit tout ce qu'il ne voit pas chez Renoir. Alors toi, par exemple, peut-être faut-il d'emblée dire que chez Grémillon, le regard social est finalement second. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui, comme Renoir, dira que tout le monde a ses raisons et que c'est ce qui est terrible sur Terre. Quand Renoir donne cette phrase dans la règle du jeu, c'est précisément pour dire qu'il peut s'intéresser aux valets et aux aristocrates, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas, et que finalement, il y a un gouffre entre eux. Bon. Et ce qui correspond à un regard porté sur la société et sur précisément les réconciliables, ce qui fait que ça ne va pas. Sur les gouffres, les fractures, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui fait qu'il peut à la fois regarder les maîtres et les valets. Chez Grémillon, cette distinction entre maître et valet est pas valable, en fait. Il fonctionne pas comme ça. Je dirais même que la société, elle n'est pas première chez lui, elle est seconde. Chez Renoir, il faut d'abord regarder la société, et en regardant la société, on voit l'homme, en fait. Chez Grémillon, on voit d'abord l'homme. Et il a d'abord une conception de l'être humain qui est extrêmement généreuse, totale, entière, et qui le ramène, excusez-moi, vers les grands éléments, les éléments cosmiques, le ciel, la terre, l'eau. Et au milieu de tout ça, il y a les hommes. Et les hommes qui sont des anges, des dieux, des demi-dieux, avec une forme d'héroïsation très très forte, mais qui font partie du cosmos, d'une totalité, de quelque chose qui les englobe. Chez Renoir, ça marche pas comme ça. Même s'il y a les éléments, tous ces éléments-là, la question de la relation humaine, de la relation entre les hommes, entre l'homme et la femme, la question même de la pulsion, sont absolument primordiales, en fait. Alors que chez Grémillon, elles sont profondément secondaires. Et un film comme Le ciel est à vous, là je reviens vers le film et vers votre séquence, le montre très bien. Parce que c'est quoi l'histoire, en gros, en quelques mots? C'est l'histoire d'un couple de garagistes, et ça vient d'une histoire vraie, mais il prend l'anecdote pour en faire quasiment une fable cosmologique. C'est que donc c'est un couple de garagistes qui va se mettre, ça vient assez tard dans le film, mais le pivot c'est vraiment au milieu du film, va se mettre donc à s'abandonner à la passion de l'aviation. Le mari, lui, connaissait déjà les avions, puisqu'il était mécanicien du grand aviateur de l'entre-deux-guerres, enfin pas de l'entre-deux-guerres, excusez-moi, de la première partie du siècle, qui est Dinmer, qui était un héros et qui est mort en héros, et qui avait combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et donc lui, il pilotait. Enfin, il pilotait pas, il réparait, mais il aimait les avions, il connaissait, il n'en avait pas peur. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit piloter et faire le baptême de l'air à plusieurs personnages. En revanche, la femme, donc Thérèse, elle, c'est une femme au foyer, elle a 2 enfants.
donc un garçon et une fille, la fille Jacqueline qui aime le piano. Et il se trouve qu'elle apprend, qu'elle commence à posséder la passion de l'aviation, mais presque par inadvertance, sans le vouloir. Elle le découvre comme ça, parce qu'elle découvre que son mari lui mentait, non pas parce qu'il voyait une femme, mais parce qu'il faisait en cachette de l'avion et qu'il ne voulait pas que sa femme dise qu'il mettait en péril son garage, sa famille, en faisant autre chose que de travailler, que de ramener l'argent pour la subsistance du foyer. Et à un moment, elle se dit, et puis moi aussi, je vais essayer. Enfin, elle se Pourquoi il dit y moi aurait aussi, elle se dit, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais c'est parce qu'un autre personnage important du film, qui d'ailleurs meurt dans le film, lui dit il faut avoir du cran. Et ça, exactement. Et elle a du cran. et ça, c'est très important l'idée du cran par rapport, enfin le Elle a rapport du cran. homme-femme, c'est ça. Elle a de l'orgueil. Je reviendrai après. Elle a du cran. Elle a de l'orgueil. Et elle se dit, et pourquoi pas moi? Et cette phrase-là, elle le voit comme une invitation ou une incitation. Elle est au pied du mur, donc voilà. Maintenant, on peut dire que cette phrase, cet orgueil, si on va vraiment, si on approfondit le film, c'est sans doute un prétexte. Parce qu'elle a été exclue et c'est aussi sa façon de s'appuyer sur ce qu'on lui dit pour essayer d'accéder à quelque chose qu'elle ne voulait pas se donner. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours autour du féminin dans le film, sur lequel on reviendra très certainement dans quelques minutes, qui fait que sans doute qu'elle en avait envie, mais qu'elle ne pouvait pas s'avouer cette envie, et que c'est à travers cet orgueil où elle est piquée au vif qu'elle se dit, ben voilà, je peux passer le seuil et je peux y aller. Donc, quoi qu'il en soit, elle le fait et c'est une révélation. Alors, dans le film, la scène est très, très amusante et elle est très tendre, et voilà, parce que quand elle descend de l'avion, elle a une sorte de sourire de sphinx. Enfin, on sent que cette révélation est très profonde. Alors, évidemment, quand on voit ça, on se demande si c'est pas quelque chose d'ordre sexuel, puisqu'elle titube, qu'elle ne sait pas, qu'elle est toute seule, enfin, et qu'il y a quelque chose de très important qui est de l'ordre du plaisir. Donc, du plaisir à la jouissance, il n'y a qu'un pas. Moi, je dirais que en fait, c'est beaucoup plus ample que cela. Enfin, c'est pas, à ce moment-là, Grémillon ne filme pas un orgasme de façon plus ou moins au second degré, au troisième degré, de façon plus ou moins décalée. Il filme vraiment, je crois, un assentiment au monde. Elle reprend la place totalement au monde. Elle fait partie du monde à ce moment-là. Elle était dans les airs. C'est pas seulement qu'elle avait les ailes d'Icare ou qu'elle faisait quelque chose que les êtres humains ne font pas, et a fortiori les femmes. C'est que elle fait partie du cosmos. Elle est dans l'air totalement. Et elle se fond avec les éléments. Et d'ailleurs, la question du vent va revenir de temps à autre dans le film. Et donc, le film raconte ça. C'est-à-dire comment une femme se met à vouloir voler, comme d'autres aviatrices de cette époque, puisque à partir de là, la femme aviatrice était aussi une figure sportive, une figure politique, très fréquente dans les années 30. Vous avez beaucoup d'aviatrices qui ensuite, à la fin des années 30, avaient milité pour le droit de vote, pour l'extension du droit de vote aux femmes, hein, par exemple. Vous en aviez qui avaient fait partie de la résistance, qui avaient rejoint le Parti communiste et qui avaient même mis au point des programmes d'utilisation de l'avion et de l'aviation, programmes politiques et militaires dans le gouvernement national de la République française, sous De Gaulle, donc voilà, juste après Vichy, avant de retrouver avant de trouver la quatrième République. Et donc, cette fille, chez Grémillon, cette femme, interprétée par Madeleine Renaud, n'est pas vraiment une figure politique au sens idéologique. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. C'est d'abord, enfin, même s'il y a la question de la revendication de la place réservée aux femmes, qui est vraiment importante dans le film, mais à ce moment-là, quand elle découvre le plaisir de l'avion et qu'elle veut devenir aviatrice, il n'y a pas l'idée d'une gloire pour avoir des records, il n'y a pas l'idée de la recherche d'une célébrité, ni même de la revendication d'une minorité. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus large que cela, qui est la
participation au monde dans ce qu'il peut avoir de plus total et de plus plein. Et c'est en cela que, à mon avis, on n'est pas très, c'est pas si renoirien tout cela. Chez Renoir, cette participation au monde, elle est dans la sensualité, elle est dans la lumière, elle est dans l'écoulement de l'eau, dans les miroitements picturaux de l'eau à travers l'image, et où vous avez quelque chose d'incroyablement charnel et sensuel. Chez Grémillon, cette sensualité, ce côté charnel, ne passe pas tant par le corps, parce que, par exemple, Madeleine Renaud n'est pas très sensualisée, au contraire, elle est plutôt très régulièrement dans le film, plutôt virilisée. Celui qui est plus sensualisé, c'est plutôt Charles Vanel. Et donc, vous avez une inversion des pôles féminins et masculins qu'on ne retrouvera pas si clairement que ça chez Renoir. Et cette inversion des pôles n'a pas comme but une revendication politique, mais plutôt l'idée d'une globalité, d'une grande totalité cosmique, cosmologique, dans lesquelles les éléments entre le féminin et le masculin se répondent, comme entre le ciel et la terre. Le ciel est à vous parce que vous avez le ciel et vous avez la terre. Et c'est pas pour rien qu'elle est garagiste. Ça ne veut pas dire qu'elle trouve dans l'aviation quelque chose qu'elle ne trouvait pas dans le garage. Il faut dire aussi que chez Drémillon, vous avez un éloge de l'avion, comme vous avez un éloge du garage et un éloge de la mécanique. Vanel, quand il est dans son garage, il y est super bien. Et tous les ouvriers, quand ils travaillent dans le garage, ils trouvent aussi une forme d'unité entre le feu, le feu, la terre et le métal. Et donc, le milieu de l'aéroport ou de l'aérodrome, où on va effectuer les essais d'aviation, et le milieu du garage ne sont pas tant opposés que rejoints. Et l'un s'appuie sur l'autre. Et que le drame des personnages, en fait, c'est de faire les deux. Ce n'est pas de dire, oulala, je dois être garagiste, c'est une horreur, alors que je veux être aviateur. C'est qu'est-ce que c'est génial l'aviation, qu'est-ce que c'est génial quand même le garage, et comment je peux associer les deux. Et il n'y a pas de hiérarchie de valeur, en fait. Parce que on voit que Madeleine Renaud, au début du film, elle trouve totalement son épanouissement en faisant je sais pas comment dire, mais en faisant l'organisation au sein du garage et en faisant tourner le garage. Donc, Vanel trouve son bonheur en réparant les voitures, mais elle trouve son bonheur aussi en faisant tout tourner, et elle est autant chef que Vanel. Et là encore, les rôles, il n'y a pas de rôle véritablement de soumission. Il peut y avoir un rôle de soumission, mais aux yeux des autres, mais pas devant la caméra de Grémillon. Absolument pas. Et donc, vous avez, dans Le ciel est à vous, et c'est, à mon avis, le sens très profond du film, une sorte d'éloge de la passion et d'éloge de la matière et des éléments, qui fait que les éléments se répondent. Éloge du métal, éloge du moteur. Et vous avez cette phrase, à mon avis, capitale. Quand Vanel écoute le bruit du moteur et essaie de voir si le moteur fonctionne au début du film, et il dit quel joli bruit, quel son magnifique. Parce que le son du moteur, c'est de la mélodie. Et donc là, j'arrive à la scène que vous évoquez, qui est la scène du piano, qui est en effet une scène absolument centrale. Parce que, là encore, on voit que les éléments de fusion et les éléments de division ne sont pas là où on s'y attend. Quand la fille de Jacqueline veut faire du piano, et elle a un professeur du piano qui est là, qui est un personnage extrêmement central dans le film, parce que fondamentalement, il va faire comprendre à Thérèse, donc la mère, que la passion de Jacqueline pour le piano et que sa passion à elle pour l'avion, c'est la même. C'est la même passion qui se manifeste à travers des lieux différents et des formes différentes. Et que elle trouve son épanouissement incroyable en volant. Sa fille, qui a, je me souviens plus de son âge précisément, mais elle doit avoir 14 ou 15 ans, quelque chose de cet endroit-là. C'est une jeune adolescente. Et sa fille, elle trouvera elle aussi son épanouissement, mais à travers donc l'art classique qui est consacré. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre le moteur et le piano. Le moteur est aussi mélodique que le piano, et le piano est une machine qu'on doit
traitée comme une machine et donc on doit chercher la meilleure machine. Donc à ce moment-là, le professeur de piano fait écouter le son aux parents pour dire, regardez, tous les pianos ne sont pas équivalents. Vous savez très bien que tous les moteurs sont différents puisque c'est votre travail de travailler dans un garage et de réparer les voitures. Mais pour les pianos, vous pensez que c'est pareil. Ben non, en fait, c'est pas du tout pareil. Et donc, il joue 2 notes piano pour voir que, voilà, qu'il faut chercher le meilleur son et que le meilleur son implique le meilleur investissement. Et donc, cet élément-là, c'est-à-dire cet épanouissement de la passion, amène Grémillon à ne pas opposer l'avion et le piano. Ça, c'est très, 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 très important. Et ça, on retrouve quelque chose de biographique et de fondamental chez Grémillon, c'est qu'il a commencé par faire des études musicales, en fait, et des études de composition, et il avait même travaillé sur la musique médiévale. Ce qui fait que quand Grémillon fait du cinéma, il le fait en fait en musicien. Et ces phrases-là et ce moment-là, c'est pas du tout, ça a l'air d'être anodin parce que c'est à l'extérieur de l'histoire, puisque vous voyez, je vous parle d'avion, là on arrive au piano et sur un personnage qui est secondaire et qui ne prendra pas part directement à la progression dramatique du film. Et pourtant, en effet, si elle vous a autant ému, c'est parce que vous avez senti que c'était l'un des cœurs du film et de ce que voulait transmettre Grémillon au spectateur. Donc, il y a au moins cette dimension-là, c'est-à-dire que Grémillon, lui aussi, il était partagé entre le cinéma et la musique, et qu'il voit le cinéma comme un ingénieur et comme un musicien, et qu'il adore la caméra et la lourdeur de la caméra, comme il cherche aussi à sublimer cette lourdeur pour en faire de la poésie. Exactement, quand vous faites du piano ou du violon, il faut maîtriser votre instrument. Et quand vous maîtrisez votre instrument et les contraintes techniques, vous pouvez, en effet, être du côté de l'envol. Donc ça, c'est une dimension très, très importante. Il y a aussi une autre dimension très importante dans cette scène, c'est que vous avez une opposition entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que Jacqueline veut faire du piano, mais sa mère, qui, elle, veut quand même tout donner à sa passion, ne veut pas qu'elle fasse du piano. Elle ne veut pas que sa fille s'abandonne à sa passion parce qu'elle considère que ce n'est pas assez social et que ça peut la mettre en danger. Et là, il y a un élément très, très important, c'est que finalement, ce personnage de Thérèse, le personnage de la mère, il a aussi ses propres contradictions. On aurait pu imaginer qu'au nom de sa passion pour l'avion, elle puisse comprendre sa fille. En fait, non. C'est précisé, elle est aussi emmurée dans ses valeurs sociales et dans son égoïsme, même si c'est un personnage qui n'est pas si égoïste que cela, mais en tant que mère, elle a des responsabilités. Et dans l'exercice de ses responsabilités, elle a peur pour sa fille et elle ne veut pas que sa fille fasse cela. Et là, qu'est-ce qu'on sent? C'est aussi pour cela que c'est émouvant. C'est-à-dire qu'on sent très vite que Thérèse, la mère donc, peut être un personnage de mélodrame, mais pas du tout à la position qu'on l'aurait imaginé à cause de sa passion pour l'aviation. Pour sa passion de l'aviation, on aurait dit que c'est plutôt elle la victime, alors que par rapport à sa fille, sans qu'elle soit bourreau, on peut dire qu'elle a un rôle finalement plus cruel. Mais que c'est elle qui impose la cruauté lors de cette séquence à sa fille, plutôt qu'elle ne l'a subie. Il y a aussi quelque chose qui est assez incroyable dans ce film-là, mais aussi dans d'autres films de Grémillon, c'est qu'on n'a pas cette impression, vous évoquiez Renoir, donc je me le permets aussi de le comparer à Renoir, mais on n'a pas cette impression que le film est situé géographiquement, à part quelques détails, mais ça pourrait se trouver ailleurs. J'ai l'impression que les films de Grémillon, et en l'occurrence le C'est à vous, c'est plus une promesse d'un monde, c'est quoi évoluer dans le monde, vivre dans ce monde, alors que peut-être chez Renoir, il y a une question de société, comme vous l'évoquez, comme vous le disiez très justement. J'ai toujours eu cette impression, en voyant les films de Grémillon, que cela pouvait parler à n'importe qui dans ce monde, et peut-être que c'est ce qui lui donne aussi quelque chose de très intemporel, très très décalé et très délicat aussi. Oui, il y a cela, mais là, j'aurais tendance à insister peut-être sur l'autre partie du balancier, c'est-à-dire sur les conditions politiques. Le film a été tourné donc en 42-43 par Raoul Ploquin, qui savait faire des films sous l'occupation,
Alors, Grémion n'était pas un collaborateur au sens de la collaboration. Voilà, il n'a pas travaillé dans la Continentale. Il connaissait le cinéma allemand, mais c'était non pas du tout un admirateur du nazisme, bien au contraire, mais c'était en admirateur de Murnau. C'est comme ça qu'il connaissait le cinéma allemand et le cinéma expressionniste. Et même si vous avez des moments, quelques moments expressionnistes, surtout vers la fin du film, le film s'en dégage très, très nettement. Parce que là, ce n'est pas la dimension d'angoisse et la claustrophobie ou claustrophilie de l'expressionnisme, mais au contraire, ce qu'il recherche, c'est les éléments de sublime, d'envol, qui leur attacheraient plus, disons, à des éléments romantiques pour aller, pour aller très très vite. Et c'est ce qu'on voit dans Remorque à travers le traitement de la tempête, par Mm. exemple, où la tempête correspond plus à un topos romantique. Bon, mais toujours est-il que lorsqu'il filme son village Villeneuve, dont on comprend qu'il est à 300 km de Limoges, euh, il filme un village. Et donc, c'est important, à mon avis, pour lui, de. C'est une allégorie, en fait, et c'est une allégorie de la France. Et donc, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous avez une dimension universelle, ou en tout cas, on va dire, extensive, par rapport à la France, ça doit être n'importe quel village français. Et donc, bon, qu'est-ce qu'on a? On a la place du village, le garage qui sont sur la place, voilà, et vous avez le conseil municipal, ça va pas beaucoup plus loin, il n'y a pas de scène à l'église, ou même avec le clocher. Et donc, il y a quelque chose qui est très épuré, qui est assez abstrait. Mais vous avez aussi les habitants du village, en particulier le conseil municipal, qui refuse de donner les subventions. Vous avez un personnage qui est du côté qui est du côté du couple, interprété par Charles Vanel et Madeleine Renaud, et tous les autres, finalement, vont devenir contre eux. Et on sent aussi assez vite, finalement, tous les enjeux de pouvoir, les enjeux politiques, et une forme d'allégorie entre ceux qui veulent résister et les autres qui veulent se soumettre à la pression politique dominante. Et donc, il me semble que cette abstraction, elle a ça comme fonction, c'est-à-dire à la fois un portrait politique, on va dire au second degré, de façon un peu métaphorique, mais aussi l'adresser à ce qu'il y a au cœur de l'homme, et donc pour cela, une façon de filmer le social de façon, on va dire, plus générale. Dernière question, et je rappelle donc que le film sera projeté à 14h le 22 septembre au cinéma Le Vincennes dans le cadre du festival Play It Again, juste et que vous pourrez le retrouver dans les salles le 29 septembre restauré. Une dernière question. À un moment, vous avez parlé du fait que le personnage joué par Charles Vanel était, enfin, la sensibilité, enfin, il y avait une espèce de fragilité qu'on voit très souvent à cette époque-là chez les personnages féminins. Il y a une espèce de comme ça de paradoxe. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, selon vous, aujourd'hui, un adolescent qui regarderait Le ciel est à vous, est-ce qu'il serait frappé, comment dire, pas déstabilisé, mais est-ce qu'il serait étonné de voir un personnage comme celui qu'incarne extraordinairement Charles Vanel? En fait, la question que vous avez a beaucoup de sens, et y compris par rapport à la ressortie du ciel est à vous, parce qu'il se trouve que ce film se retrouve aussi dans des dispositifs pédagogiques d'initiation au cinéma, et en particulier à collège au cinéma. Donc, c'est-à-dire que certains départements et certains professeurs pourront avoir le choix et pourront décider de montrer le film en classe, enfin d'étudier le film en classe et de voir avec leurs élèves le film au cinéma. Donc, c'est tout simplement parce qu'on pense qu'il y a encore quelque chose d'extrêmement contemporain dans la vision de Grémillon. Enfin, pour aller vite, on peut très facilement le mettre du côté du féminisme, hein, évidemment. Mais même si le terme a sans doute pour Grémillon un autre sens que celui qu'on lui donne aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que chez Grémillon, il n'y a pas de hiérarchie entre l'un. Alors, est-ce qu'il y a des différences? Sans doute, mais ce que je dirais, c'est qu'il y a plus, il cherche, il conçoit l'homme et la femme plutôt dans des termes de complémentarité.
Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y a un pôle masculin et un pôle féminin, etc. Moi, je pense plutôt à des transferts de qualité. C'est-à-dire que chez Grémillon, l'homme pleure. Et quand vous parlez du personnage de Charles Vanel, qui est un personnage extrêmement sensible et qu'on voit pleurer, il faut bien comprendre que c'était totalement exceptionnel dans le cinéma des années 30. La Mhm. première fois qu'on a vu une star pleurer, c'était Gabin dans Gueule d'amour, film de Mhm. Grémillon. Film de Grémillon. Et ensuite, quand il engage Vanel, qui était habitué à des rôles très durs, pas des rôles de séducteur comme Gabin. Vanel, c'était des rôles de père de famille, physique, bourru, plutôt rural, quelque chose d'un peu rural ou d'un peu ouvrier, des choses comme ça. Donc, c'était pas du tout l'émergence de la sensibilité. Et donc, en effet, à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui a peur pour sa femme, qui pense qu'elle est morte, qui pense qu'il en est responsable, qui pleure, qui ne sait pas quoi faire avec ses enfants, qui ne sait pas leur dire, mais qui est toujours totalement sincère dans ses sentiments et qui n'a pas du tout peur de sa fragilité. Celle qui est beaucoup moins fragile dans le couple, c'est elle, c'est pas lui. C'est elle qui le pousse, c'est elle qui va au-devant des trucs, c'est elle qui va traverser la Méditerranée, c'est elle qui va au-devant du danger et avec une forme d'insouciance, pas d'irresponsabilité, d'insouciance. Elle est extrêmement responsable, mais elle n'a pas peur. Et comme elle pense qu'il faut qu'il y aille, qu'il faut qu'elle y aille, elle y va. Et quant à lui, comme il pense qu'elle veut y aller et qu'elle désire y aller, eh ben, il n'a pas à s'opposer au désir de la femme. Et donc, il l'encourage systématiquement. Et ça, c'est très, très beau, ce personnage d'homme qui encourage sa femme et qui devient le mécanicien de sa femme. C'est très beau, mais toujours, et il me semble, dans un sens de complémentarité. Ils sont ensemble. Là, il y a eu un texte dans les cahiers du cinéma où on parlait du couple comme machine. Bon, Mhm. soit, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une unité dans le couple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas diviser les éléments du couple. À un moment, les éléments se fondent et s'interpénètrent. Et je pense que ça correspond à une dimension alchimique ou magique qui est totalement proche de Grémillon et qui est la sienne. Et donc, par rapport à cela, le film était difficilement visible parce qu'il n'était pas en DVD. Petit à petit, il y a des ressorties autour de Grémillon. C'est-à-dire que récemment, il y a quelques mois, il y avait la sortie dans une très très belle édition DVD avec des commentaires de Philippe Roger de Les Trous de Monsieur Victor. On a pu trouver Lumière d'été, par exemple. Quand Tavernier fait une série documentaire sur le cinéma français des années 30, il commence par Grémillon, il lui consacre une demi-heure ou 40 minutes. Donc, et là, donc, vous avez cette conférence, mais qui accompagne aussi la ressortie du film en salle, distribuée par les Acacias. Et donc, si Grémillon, maintenant, on en reparle, mais on en reparle assez régulièrement, mais c'est que aujourd'hui, on a l'impression qu'il arrive à l'heure juste à nous montrer quelque chose des relations hommes-femmes qui a certes une base politique, mais pour essayer aussi d'en faire un substrat poétique ou mythologique. Et ça, c'est très, très important, me semble-t-il. Mais je pense qu'on continuera de reparler de Jean Grémillon. Vous avez d'ailleurs évoqué Philippe Roger. On en parlera avec Philippe Roger beaucoup plus tard sur Microciné. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour parce que rien n'était prévu et vous avez bien accepté de venir parler de ce film qu'on retrouvera donc le 22 septembre au cinéma Le Vincennes dans le cadre du festival Play It Again. Vous avez tous les éléments dans le descriptif. Et le 29 septembre, il y aura une sortie nationale et c'est restauré. Il faut absolument aller le voir ou le revoir. C'est vraiment un film fondamental et je crois qu'on n'a pas encore tout dit sur ce film et donc allez le voir, allez le voir, allez le voir. Merci beaucoup Jean-Marie Sabouki, je vous souhaite une agréable journée en tout cas. Merci, je vous remercie, à très bientôt, au revoir. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle